Eh bien, bonjour ou rebonjour. Merci d'être là, d'être courageux et courageuse pour venir en cette fin de journée. On est tous fatigués, on a tous vu des super talks. On va essayer de passer un petit moment ensemble sympa sur un sujet, je pense, qui parle à beaucoup d'entre nous, sur l'open source. Donc on va passer une petite demi-heure ensemble. Je vais raconter une histoire, a priori surtout la mienne, mais j'espère que ça vous parlera aussi. Donc merci à vous d'être venus, merci aux organes de m'avoir sélectionné. C'est cool de venir à La Rochelle pour faire ce talk. Alors, on va faire connaissance. Je vais vous faire travailler un peu en cette fin de journée. Je suis désolé. Qui utilise un ou plusieurs projets open source? Ouais, on va dire quasiment tout le monde. Qui a déjà participé au moins une fois à un projet open source, quel que soit le type de participation? Ah, c'est bien, c'est bien. Qui participe régulièrement, très régulièrement à un projet open source? Voilà, il y a moins de mains déjà, mais il y en a quand même quelques-unes, donc c'est cool. Je suis désolé pour ceux et celles qui participent, j'espère que vous apprendrez quand même des petits trucs. Qui le fait de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'en gros, qui a la chance d'être payé pour ça, par sa boîte, pour participer à des projets open source. Ne change pas de boîte. Question bonus. Qui a déjà rémunéré, participé, sponsorisé, ou sa boîte a rémunéré ou sponsorisé un projet open source? Rester dans ces boîtes-là aussi, elles sont cool. Hors achat de support, je précise, puisque le support est souvent pas produit par l'équipe open source. Pour qu'on se comprenne, je vais vous donner des éléments de langage, pas des définitions, c'est ce que moi j'appelle les projets open source, pour qu'on vraiment on ait les mêmes bases. Alors pour les plus vieilles et les plus vieux, open source ne signifie pas freeware. Donc si vous savez ce que c'est qu'un freeware, c'est que vous avez plus de 35-40 ans comme moi. En gros, c'est que c'est pas gratuit. C'est pas parce qu'on fait l'open source, c'est pas parce qu'on utilise l'open source que forcément ça rime avec gratuit. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça veut pas dire que c'est sans licence. Ça veut essentiellement dire qu'on accède aux sources de manière très globale, avec une définition très, très généraliste. Et ça veut plus ou moins dire qu'on ouvre ce source à la participation. Il y a certains projets open source qui ne laissent que accès aux sources, mais la plupart du temps, c'est ouvert à la participation. Et c'est toujours adossé à une licence la plupart du temps, qu'il faut connaître, qui sont plus ou moins contaminantes pour vos logiciels, c'est important. Donc pensez à aller voir un peu les licences qui sont cachées derrière avant de faire des choses avec des projets open source. Alors un peu de contexte, pourquoi je suis là, pourquoi je vous explique ça. Moi je suis un peu la caricature du développeur qui a 45, un peu plus. C'est que j'ai toujours développé depuis que je suis tout petit, j'avais des ordis. Donc c'est d'abord une passion avant d'être mon métier, j'en ai la chance. Et puis j'ai été un peu par toutes les étapes. J'étais développeur et dans mon ancienne vie, j'étais architecte. Et puis en fait, quand j'étais architecte, de plus en plus, je faisais de PowerPoint, de moins en moins, j'ouvrais mon IDE. Donc moi, j'avais un certain manque en fait, le manque de développer et de continuer à développer. Du coup, je vais vous refaire travailler un petit peu pour être sûr que vous ne vous endormiez pas. Qui estime qu'il ne code pas assez en général? Ah, il y en a aussi un petit peu. D'un point de vue professionnel, c'est juste pour voir si vous faites le distinguo, un petit peu aussi. Donc on se retrouve un peu. Au niveau personnel, est-ce que vous avez le temps de développer? Ouais, pas de temps que ça. Et dernière question, qui n'est pas développeur? C'est pas grave. Ce talk est aussi pour vous. Alors justement, pourquoi se lancer dans l'open source? En gros, c'est mon histoire. C'est pourquoi moi, j'ai sauté le pas dans cette aventure qui me semblait un peu impossible, en tout cas à mon niveau. Alors, mon première motivation, si c'est la vôtre aussi, c'est de continuer à développer. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que moi, j'avais pas assez de temps. C'était comme vous, j'avais pas assez de temps pour développer la journée et le soir, souvent, j'arrivais pas à me motiver pour faire des choses. Notamment, je suis passé par la case side project, que en général, quand on veut développer sur son temps personnel, on essaye. Moi, j'ai développé un cimetière de side project que j'ai jamais été au bout parce que je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'un objectif pour vraiment continuer à coder. Donc, du coup, ça m'allait pas. Continuer aussi à progresser. Dans mon travail de tous les jours, j'étais un peu bloqué technologiquement, mais ça s'explique parce que nos sociétés, souvent, qui ne font pas d'IT comme premier métier, elles ont des SI à maintenir, elles ne peuvent pas suivre la technologie à la vitesse que l'on veut. Et donc, du coup, pour moi, l'objectif de participer à des projets open source, c'était peut-être aussi de relancer la R&D et de continuer à apprendre des choses. Et aussi, ce qui est important, c'est se confronter aux autres. L'aventure open source, on le verra, ça vous permet de découvrir d'autres personnes, ça vous permet de découvrir du code dont vous n'êtes pas familier et aussi de faire découvrir votre code aux autres et de l'exposer avec, la plupart du temps, des critiques bienveillantes, c'est très important.
Et puis aussi de continuer à aller vers le partage et l'esprit communautaire. Pour moi, le développement, alors moi je ne crois pas forcément au cliché de la personne toute seule dans son garage, ça doit certainement exister, mais pour moi c'est une aventure d'équipe. Et donc du coup, l'idée c'était aussi de partager, de participer à quelque chose d'utile. Un peu comme quand vous êtes dans une aventure associative, ça vous permet de vous recentrer ou d'aller vers des choses qui vous tiennent à cœur. Ça ne veut pas dire que quand on dev, d'un point de vue pro, ce n'est pas utile. Ça veut juste dire que dans le monde open source, on trouve d'autres utilités, d'autres utilisateurs, et je trouve ça plutôt sympa. Et puis on l'a vu au début par le petit sondage que je vous ai fait faire, c'est qu'on est beaucoup à utiliser d'open source, on est très peu en fait à y participer de manière régulière et encore moins à donner de l'argent. Donc donner un peu du temps, c'est aussi reverser à la communauté et ça permet de faire avancer les choses. Avant d'aller plus loin, je vais juste partager avec vous ce qui pour moi sont les mauvaises raisons de faire de l'open source. Si vous cherchez la gloire, la beauté, la célébrité, la renommée, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Et si vous cherchez la richesse, c'est clairement pas la bonne chose à faire. Vous êtes souvent un parmi plusieurs. Donc l'idée, c'est pas de faire de l'open source pour devenir très riche. Donc ça, c'était un peu, moi, les raisons qui expliquent pourquoi je voulais faire de l'open source. Et du coup, je me suis lancé dedans. Je me suis dit, par où je commence? Alors, de manière naturelle, d'aller voir sur Internet. Et j'avoue que là, c'était un peu une sorte d'Everest pour moi. Je ne savais pas par où commencer. Alors, il y a des petits sites, il y a deux articles que j'ai regardés. Il y a un article de Calvin Pitt et une conférence d'Ellen Scott qui étaient plutôt, qui sont très bien structurés, qui expliquent d'un côté comment vous outillez et allez participer à des projets, et la conférence, ça vous explique comment quand même vous lancer dans l'aventure. Donc elles sont plutôt bien faites, je vous les conseille, j'ai toutes les ressources à la fin des slides. Donc le premier but, c'est de trouver le bon projet. Et pour ça, en fait, on peut utiliser des indexeurs. Je vous en ai mis 3 à titre d'exemple. Il y a Up4Grabs, Code Triage ou First Timer Only. En fait, ces 3 sites fonctionnent de la même façon. Ils vont indexer les repos de projets comme GitHub et GitLab, par exemple. Et ils vont chercher souvent des topics comme Good First Issue, Oktoberfest ou L-Pointed. Donc, vous pouvez aussi le faire par vous-même. Donc, déjà, la première chose pour savoir quel projet open source vous pouvez aller voir pour contribuer, c'est d'essayer de trouver des projets qui ont été pensés à accueillir les nouveaux contributeurs. Ça permet quand même d'être souvent bien accompagné. Un des premiers conseils qu'on trouve dans beaucoup d'articles et beaucoup de documentation, c'est d'utiliser un projet qu'on utilise régulièrement et tous les jours. Moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est que, comme j'étais certain et certaines d'entre vous, c'est que je ne codais pas assez. Donc, je ne pouvais pas prendre un projet que j'utilisais tous les jours puisque je ne codais pas assez. Donc, du coup, je me suis dit, je vais regarder des projets que j'utilise presque tous les jours. C'est presque pareil. Et là, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur ou une marche trop haute. Je suis un développeur Java à l'origine. Et donc, du coup, moi, j'ai été voir les projets qui me font un peu rêver tous les jours. Et du coup, ça m'a pas forcément rendu service. En tout cas, je me suis confronté à me dire ces projets sont peut-être trop gros pour moi, ce que j'appelle les projets stars. Et en fait, à titre d'exemple, moi j'ai été voir Jenkins, parce qu'à l'époque j'utilisais Jenkins, l'OpenJDK ou Spring Boot. Et en fait, c'est des projets qui sont tellement gros, qui sont architecturés de manière assez complexe, qui ont une vie qui est très longue. Et donc du coup, moi en tout cas, j'ai eu un syndrome de me dire c'est trop pour moi, je ne peux pas le faire. Donc on verra après comment je me suis plutôt orienté pour aller vers des projets qui me parlaient plus. L'autre chose, c'est de se poser la question si vous utilisez un projet que vous utilisez dans votre vie professionnelle. Ça peut faciliter les choses. Moi, j'y trouve un risque quand j'ai voulu faire ça, c'est que moi j'avais l'impression de ramener du travail à la maison quand le soir je travaillais sur des projets open source. Donc c'est un risque qui, à mon avis, il ne faut pas négliger parce que c'est un peu problématique. Par contre, c'est un candidat idéal pour une démarche professionnelle d'open source et donc de sensibiliser vos sociétés à participer. Je vais essayer de mettre de manière très humble quelques astuces ou tips que moi j'aurais aimé qu'on me donne au fil de l'eau. Et donc du coup, accepter de commencer par un projet peut-être qui ne brille pas tout de suite, mais qui va vous permettre de rentrer de manière assez humble dans l'aventure open source. Et puis, si vous voulez le faire pour votre entreprise, ça paraît une évidence, mais ça vaut le coup de tenter votre chance, d'y participer au temps de travail en disant ce projet-là, il est hyper critique. On a tous entendu parler de Log4j à un moment donné, je pense, cette année et l'an dernier. Ça peut valoir le coup d'investir du temps pro pour se garantir que si on a un problème, on est en capacité d'aider la communauté et de s'aider au final. Donc du coup, on revient un peu à l'aventure pour découvrir le projet. Du coup, j'ai été plutôt sur un projet que je connaissais fonctionnellement et que j'utilisais régulièrement. En fait, ça permet de casser une barrière qui est de dire comment ce projet fonctionne.
Et si vous connaissez comment il fonctionne, ça va être plus simple de rentrer dans le code en lui-même. Donc du coup, moi, Jenkins, j'utilisais tous les jours, je vous l'ai dit, et j'ai cherché du coup une fonctionnalité simple pour pouvoir rentrer dans mon projet. Et dans Jenkins, on a un écosystème qui sont des plugins, qui sont des tout petits projets Java et qui du coup sont plutôt simples. Donc du coup, moi, j'ai été vers ça, sur les plugins qui sont beaucoup moins complexes que le core. Ça m'a permis de rentrer et d'essayer de trouver des projets qui me plaisaient. Par contre, ça peut vouloir dire que vous faites des compromis technologiques. Moi, je vous ai dit, j'étais développeur Java, je voulais continuer à développer plutôt du Java 11, voire du Java 17. En fait, à l'époque où je me suis lancé, Jenkins était forcément en Java 8. Donc du coup, j'ai accepté, entre guillemets, de rester en Java 8, mais c'était pour pouvoir quand même commencer à rentrer dans l'aventure open source. Donc c'est ce que je disais, je répète là pour avoir un petit conseil, c'est utiliser quelque chose que vous connaissez d'un point de vue fonctionnel, ça aide à rentrer dans le projet. Donc c'était parti. Pour moi, l'aventure était partie, j'avais mon projet et donc du coup, je me lançais. La première étape, c'est de comprendre comment il fonctionne. Et là, on ne va pas se mentir, les documentations des projets open source sont plutôt inégales. Voire même sur la partie conception et architecture sont quasiment inexistantes. En tout cas, c'est très rare d'avoir des super docs qui vous disent le projet on l'a créé comme ça, il faut faire comme ça pour le développer. Du coup, moi, j'ai privilégié des projets qui avaient déjà une certaine cohérence en termes notamment d'issues ou de features. Il y a des projets qui ont des systèmes de features, par exemple Jenkins, utilisait Jira d'un côté, mettait ses sources un peu dans GitHub. Moi, j'ai plutôt privilégié des choses qui étaient regroupées avec les features, les issues et le code source au même endroit. Je trouvais ça beaucoup plus clair. C'est un avis personnel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien les projets qui sont dans Jira, mais voilà, je n'étais pas super fan de Jira. Une astuce pour rentrer facilement dans un projet, en fait, tous ces projets open source maintenant, que ce soit sur GitLab ou sur GitHub, bénéficient de GitLab CI ou de GitHub Action, qui sont donc les CI intégrés à ces logiciels. Et donc, du coup, souvent, ils ont beaucoup de tests unitaires pour automatiser le check DPR ou DMR. Et en fait, à défaut de doc, partir des tests est vraiment une très bonne pratique pour comprendre comment le projet fonctionne. On en arrive à la première contribution. Donc, j'ai choisi mon projet. Et en fait, un truc tout bête, c'est d'aller voir la documentation. Beaucoup de projets open source, je vous l'ai dit, ont une documentation qui est inégale. Et donc, parfois, ça peut être le bon endroit pour commencer son aventure à faire une contribution. Et un des fichiers qu'il faut aller lire avant toute contribution, c'est le contributing.md. Pourquoi? Parce que ça va vous donner les règles de développement. Si par exemple ils utilisent tel ou tel outil de vérification de code, le nom des branches, comment il faut faire pour pousser une pull request ou etc. Et puis le code de conduite. Le code de conduite, c'est aussi important dans les projets open source. Alors c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est souvent du bon sens, mais l'idée c'est de rester, comme je l'ai dit, poli, bienveillant, et donc c'est important d'aller lire tous ces fichiers. Et puis, quand je vous dis qu'il n'y a pas de petite contribution et qu'on peut commencer, par exemple, par de la documentation, c'est vrai et ça vous permet souvent aussi de rentrer pour savoir comment fonctionne le projet. Et moi, à titre d'exemple, j'ai juste corrigé un lien dans le README qui ne pointait pas vers le contributing, qui était cassé. Et en fait, ça a été ma première contribution. Et en fait, cette contribution, pour moi en tout cas, elle a agi comme un élément qui m'a permis de débloquer un verrou et qui m'a donné envie d'aller plus loin. J'avais, grâce à ça, compris en fait les mécanismes et les règles de comment on fait pour participer à un projet open source. Donc, petit conseil, lisez les documentations pour la contribution. En fait, l'idée, c'est de ne pas vous faire refuser vos PR ou vos MR parce que vous ne respectez pas juste 2-3 règles de nommage. Il faut comprendre que si à chaque fois quelqu'un soumet une PR à un projet open source, il n'a pas lu ça et qu'il faut lui réexpliquer, il y a un mécanisme d'usure. Donc c'est pour ça que ce serait dommage de louper l'embarquement à cause de ça. Et puis commencer par des PR simples ou de la documentation. C'est pas grave de ne pas tout de suite commencer par un super truc de code. Autant commencer par quelque chose qui vous permet de prendre connaissance du projet. Et puis un truc tout bête aussi qu'on oublie de temps en temps, c'est bien de demander si vous pouvez travailler sur cette issue ou parce qu'elle peut très bien être déjà affectée à quelqu'un, mais pas commencée. Donc, demandez juste à la communauté, est-ce que je peux travailler sur cette issue? C'est aussi un moyen de prendre connaissance avec votre communauté. Je fais une petite parenthèse sur les différents types de contributions. Je parle souvent de code, mais en fait, les projets open source, on peut contribuer de différentes manières. On peut, je vous l'ai dit, faire la documentation. Souvent, les traductions et les corrections de documentation sont un peu les parents pauvres sur les projets open source. On peut aussi aider les utilisateurs. Maintenant, tous les projets open source ont souvent un Slack, un Discord, une mailing list. Bref, ils ont plein de moyens de documentation, beaucoup de questions. Et nous, en tant qu'utilisateurs, c'est aussi un plus de répondre aux questions des autres utilisateurs. Bien sûr, on peut tester du code ou tester les nouvelles fonctionnalités. Là aussi, écrire des tests pour les projets open source, c'est aussi leur donner un coup de main.
On peut déclarer des bugs, mais quand je dis déclarer des bugs, c'est pas juste ça marche pas, c'est faire l'effort de faire une belle issue avec un exemple de code, si vous avez fait un exemple de code, avec peut-être un test unitaire qui montre que la fonctionnalité ne marche pas, pour aider vraiment l'équipe à aller voir ce qui ne fonctionne pas. On peut faire des reviews de pull request ou de merge request, ça c'est pareil, ça aide aussi à accélérer la prise en compte de certaines choses dans les projets. On peut faire bien sûr des donations, donner de l'argent. On peut faire du code, c'est la partie la plus évidente qu'on a dans les projets open source. Et puis on peut aussi faire du DevRel pour les projets open source. Il y a plein de cas d'exemples de projets open source où on fait des conférences sur ces projets-là sans être forcément dans l'équipe du dit projet. Donc voilà pour un peu ce qui s'est passé moi sur mon élément déclencheur et donc il m'a permis de débuter l'aventure open source pour vraiment me lancer dans ce que je voulais faire. Donc du coup je me suis mis à rechercher un projet un peu plus gros que le premier que j'avais fait en respectant les différents critères que je vous ai énoncés. Donc j'ai cherché un projet de taille raisonnable parce que je voulais respecter ce que je vous ai dit précédemment. Dans mon cas, je suis tombé sur un plugin qui s'appelle le Conventional Commits Plugin. L'idée, c'est que c'était un plugin Jenkins qui permettait de se baser sur les commentaires Git et de calculer automatiquement le numéro de release par rapport au standard Conventional Commit. Moi, les critères que j'ai vraiment recherchés, c'est gérer dans GitHub. Non pas que j'ai des parts de marché dans GitHub, mais c'est parce que je trouvais ça plus simple pour le manipuler et aller voir toute la doc et les issues. Pas trop gros, mais plutôt actif. C'est aussi une petite règle à faire, c'est que c'est bien un projet open source qui soit actif pour que vous n'ayez pas l'impression d'être un peu dans un désert. Une communauté qui vous répond quand vous posez des questions. Et peu de code, ça permet de facilement rentrer dans le projet. Donc, je vous rappelle les petits conseils, un projet d'une taille raisonnable et une communauté réduite. L'idée, c'est de savoir à qui vous pouvez demander, qui est maintainer, qui est, je ne sais pas, responsable de la documentation, etc. Ça aide toujours. Et si possible, que vous pouvez joindre autrement que par les issues. En fait, les issues, il y a un côté un peu officiel, un peu parfois violent en termes d'échange, alors que quand vous pouvez être sur un Gitter ou sur un Slack, souvent on peut échanger de manière beaucoup plus libre dès le début sans avoir le côté officiel de je traite une issue. Donc vient le moment de la première issue, pull request, merge request selon l'outil que vous utilisez. Des petits conseils, si on n'a pas l'habitude de travailler avec un projet open source, c'est que ce projet ne vous appartient pas, vous n'avez pas les droits, donc il va falloir forker votre projet. Vous ne pouvez pas créer de branche en général, en tout cas pas au début. Donc pensez à bien mettre à jour votre fork sur votre repo, enfin sur votre compte local, parce que sinon vous allez galérer après pour les merges et ça va être forcément une mauvaise expérience. Faites votre PR au plus tôt. L'idée, ce n'est pas de masquer ce que vous faites. Il n'y a pas de honte à avoir plein de commits. Il n'y a pas de honte à voir que vous avez changé de façon de développer d'un moment ou à un autre. Au plus tôt la PR elle est faite, au plus tôt vous pouvez échanger avec les gens qui sont responsables du projet. Et ça, c'est super important. Reprenez du plaisir pour coder. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on sorte du mécanisme professionnel où on a des objectifs, on a souvent des temps très stricts pour coder. Donc c'est moi, mon objectif premier, c'était de retrouver ce plaisir et de ne pas avoir les biais d'entreprise qu'on connaît tous, les rétro-planning, les réunions, etc. Donc vraiment de retrouver ce plaisir-là. Donc je vous l'ai dit, créez votre PR au plus tôt, en draft, expliquez dedans ce que vous faites, interpellez la communauté dedans en disant est-ce que j'ai raison de partir sur cette chose-là, oui ou non, ça évite un peu l'effet tunnel. Et poussez votre code au fil de l'eau. Ayez votre feedback au plus tôt et non pas à la fin avec l'effet tunnel. Je fais une petite parenthèse sur le rythme de travail. Vous l'avez compris, moi, quand j'ai fait cette démarche d'essayer de trouver du temps pour coder dans un projet open source, c'était sur mon temps personnel. Du coup, l'objectif, ce n'est pas de vous reproduire le stress du monde professionnel. Sinon, en fait, vous avez déjà des grosses journées. Si c'est pour le faire le soir, ça ne sert à rien. Donc, prenez le temps pour développer une feature l'une après l'autre. Ne commencez pas à prendre 3, 4, 5 issues en parallèle. Vous allez avoir une charge mentale qui va être beaucoup trop grande. Et au final, le plaisir va disparaître très, très vite. Moi, à titre d'exemple, je prenais une feature, je prenais 1 à 2 semaines calendar pour la faire. Ça paraît assez grand, mais en tout cas, ça me laissait du temps pour ne pas avoir l'impression d'être noyé par la charge de travail. Ce qui est important, c'est que le rythme des reviews aussi, moi, en règle générale, c'était de 3 à 5 jours par les gens qui étaient avec moi sur le projet open source. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un projet open source, en fait, derrière, c'est des gens comme vous et moi, souvent qui le font sur leur temps personnel. Ce n'est pas parce que vous allez pusher votre code et que vous êtes tout content d'avoir tout fini qu'il faut vous attendre à avoir une réponse dans l'heure qui suit. C'est super important. C'est des gens comme vous, encore une fois, comme vous et moi. Et je voulais faire une petite
parenthèse sur le fait d'aller ou pas vers un projet open source. En fait, avant de se lancer, ce qui est super important sur votre temps personnel, j'insiste parce qu'en fait, on ne s'en rend pas super compte tout de suite, c'est avez-vous vraiment le temps de travailler sur un projet open source? En tout cas, avez-vous vraiment le temps de faire ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire coder par exemple sur un projet open source? Une fois qu'on a enlevé le temps de boulot, la vie familiale, le sommeil, c'est aussi important, les loisirs, etc. Et l'idée, c'est de se dire, si vous allez sur un projet open source, que vous n'avez pas le temps, vous allez vous engager à faire des choses. Et en fait, une fois que la feature vous est affectée, on va s'attendre à ce que vous la fassiez jusqu'au bout. Et c'est toujours un peu problématique de s'engager sur des features et de ne pas aller au bout, parce que du coup, au final, ça pénalise vous-même parce que vous allez avoir de la frustration et ça pénalise le projet open source. Donc, toujours dans l'organisation, moi, à titre d'exemple, je faisais ça principalement le week-end et les pauses déjeuner. J'ai essayé le soir, mais ça ne me convenait pas. Donc c'est en fait de trouver votre orga et d'essayer de vous y tenir ou pas. Mais en tout cas, c'est bien de vous libérer du temps pour n'avoir que ça à faire. C'est vraiment le message. Et accepter, je le répète, le rythme des autres lors des reviews DPR, et notamment, par exemple, soit d'en profiter pour faire une pause. C'est aussi important parce que le fait, si vous êtes développeur toute la journée et que vous refaites du dev le soir ou le week-end ou pendant vos congés, on peut très vite avoir une impression de ne faire que ça. Donc ça vaut le coup aussi de faire des pauses entre les features ou d'en profiter pour review les autres PR et filer un coup de main aux autres qui attendent aussi une review. Et à titre d'exemple, moi, je me limitais à 3 à 4 heures de code par semaine. Ça suffisait largement. Et en plus, ça me permettait de me garder du temps libre pour faire autre chose. Un petit conseil, alors c'est de plus en plus dur avec les IDE dans le cloud maintenant, parce que du coup, on n'a plus rien à configurer, mais ne clonez pas vos projets open source sur vos ordi pro, parce qu'en fait, quand on est en réunion de 2 heures et qui est un peu pénible, on préfère aller coder sur le projet open source. C'est pas facile, mais essayez de le faire parce que sinon vous allez vite faire que ça. Et puis un peu comme les features, je vous disais, n'en prenez pas plusieurs en parallèle. Essayez pas de prendre plusieurs projets en parallèle. Là encore, le switch de contexte qui nous est très pénalisant d'habitude, c'est dommage de le reproduire à titre personnel. Et puis encore une fois, je le répète, mais ne vous engagez pas si vous n'en avez pas la possibilité, ou choisissez une autre façon de participer au projet. Je vous ai un peu listé tout à l'heure. Il n'y a pas que le code. Vous pouvez relire de la doc, c'est un peu plus court en général comme participation, et c'est tout aussi profitable au projet. Quelques bonus que moi je n'avais pas forcément identifiés d'aller dans l'open source, c'est d'améliorer mon niveau d'anglais. Comme vous en doutez, il y a très peu de projets open source qui sont franco-français. Il y en a, mais en général, c'est plutôt international. Et comme la langue principale, c'est l'anglais, c'est important de bien vous faire comprendre et de bien comprendre. Donc du coup, ça a été un petit peu le bonus que je n'avais pas forcément identifié à l'origine. J'ai bien sûr appris des nouvelles façons de développer et de m'organiser parce qu'encore une fois, en entreprise, on est habitué à travailler dans son équipe, on a nos rythmes et nos process. Et du coup, d'avoir des nouvelles têtes, des nouvelles façons, c'est super enrichissant. J'ai eu un petit bonus aussi que je n'avais pas identifié, c'est d'aider d'autres développeurs. Une équipe d'un projet open source, c'est très hétérogène. On a des gens très expérimentés et des gens qui découvrent le métier. Et je trouve ça plutôt sympa de aussi passer du temps à leur expliquer, un peu avec le recul, avec l'expérience qu'on a. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et puis une petite fierté personnelle quand j'ai commencé, c'est qu'après je suis devenu core committer, donc je vous parlais des forks et tout ça. En fait, je faisais vraiment partie de l'équipe du projet et donc je pouvais faire des choses un peu plus avancées sur le projet en lui-même. Alors est-ce qu'au final, moi j'ai gagné mon pari? J'ai envie de dire oui, parce qu'en fait j'avais repris un développement, le rythme que je voulais en Java. J'ai continué à apprendre, même si j'étais en Java 8, parce que justement, j'ai croisé plein de nouvelles personnes, j'ai croisé plein de nouvelles choses à faire. Donc ça, c'est super cool. J'ai vaincu un peu mon syndrome de l'imposteur, notamment le fait de se dire on est aussi capable de participer à ce genre de projet, d'avoir du code à nous dans des projets assez importants. Et ça, c'était super cool. Et puis le sentiment d'être utile. Je vous ai parlé un peu de la vie associative. En fait, moi, je trouvais ça quand même très enrichissant à titre personnel de se dire que le code qu'on faisait était utile à plein de gens qui l'utilisaient après dans leur propre développement. Donc voilà, les petites fiertés de voir que sur les releases, après, on apparaît comme committer. Et la suite, il y a des réalités. Le projet sur lequel j'étais était en légère perte de vitesse, c'est-à-dire qu'en gros, je ne suis plus que tout seul dessus, alors que on était plein à l'origine. C'est la réalité d'un projet open source. Il peut être abandonné, ça peut être ralenti. Il y a plein de nouveaux projets qui arrivent tous les jours. Alors, hormis si c'est votre projet à vous, où vraiment vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut arriver et c'est pas grave, c'est la vie d'un projet.
On peut aussi essayer d'aller un peu plus loin, d'être des maintainers sur le projet, donc plutôt responsables du projet. Alors du coup, j'y étais par la force des choses, puisque je vous dis que je ne suis plus que tout seul. Il y a aussi d'autres choses à faire. Si vous ne connaissez pas Oktoberfest, ça arrive bientôt, c'est en octobre. C'est donc en gros une grande messe où on met une grosse lumière sur les projets open source. Alors, de manière anecdotique, il y a un t-shirt à gagner si vous avez 4 pull requests ou merge requests qui sont mergés dans la branche principale d'un projet open source. Mais surtout, ça met un gros coup de boost à tous les projets open source. Et c'est un des meilleurs moments pour rentrer dans le monde open source. Parce que du coup, tous les projets font l'effort de taguer souvent des issues qui sont ouvertes lors du Oktoberfest et qui sont en général des issues très faciles à prendre en main. Se lancer dans d'autres projets, notamment aller vers du Java 11, Java 17. Donc ça, c'était plutôt vrai avant que je change de vie. Et là, plus récemment, du coup, je suis arrivé chez OVH Cloud. Et donc, j'ai d'autres challenges. Et donc, c'est plutôt de développer la partie open source de chez OVH. Dans tous les cas, c'est de continuer en fait à participer à ces communautés open source. Avant de finir, je fais un dernier petit zoom sur la vie de maintainer, puisque c'est celle que j'ai sur le projet open source sur lequel je suis. En fait, c'est aussi participer à l'aventure. Ce n'est pas un rôle qui est forcément facile, parce que ce n'est pas celui qui est le plus brillant. C'est potentiellement une charge de travail importante. C'est plutôt de garantir la vie du projet, et notamment en remplaçant souvent la partie coding par de la validation, de la qualification d'issue, de savoir ce qu'on va faire du projet, de comment il va évoluer, de review les PR, de répondre aux questions. Alors, ce n'est pas ce qui est le plus sexy, mais c'est pareil, vous comme moi, quand on consomme un projet ou qu'on utilise un projet open source, s'il y a la moindre question ou la moindre issue, on n'a pas de réponse, on n'a pas envie de continuer à l'utiliser. Donc, c'est des rôles qui sont très importants. Et ce que ça m'a appris, c'est qu'idéalement, il ne faut pas être tout seul, y compris sur un petit projet, parce que du coup, c'est plutôt lourd à gérer. Et puis, si on veut que ça facilite, si on veut faciliter justement les gens à rentrer dans le projet, en tant que maintainer, c'est de bien mettre à jour le README, le contributing. Peut-être penser à des choses comme Gitpod qui permettent de très vite bootstrapper un environnement de développement pour faciliter la prise en main du projet. On arrive sur la fin. Je ne me suis pas présenté, mais du coup, je l'ai un peu dit, je travaille pour OVH Cloud. On a plein d'offres cloud, ou publiques ou privées. Je vous laisserai aller voir sur notre site. Moi, je suis Stéphane Philippard, je suis un tout jeune DevRel chez OVH Cloud, co-créateur d'un super meet-up tourangeau qui s'appelle TEDx. N'hésitez pas à venir, j'ai emmené ma pub vivante. Je suis donc committeur sur des projets open source. J'ai tous mes handles qui sont là. Je vous mets le dernier slide avec un petit QR code où vous pouvez me donner votre avis sur cette présentation. N'hésitez pas, je suis preneur de tous les retours. Je vais remettre cette slide juste après, mais je vous montre juste. À la fin, il y a tous les liens, notamment des sites où on peut trouver des choses, des conférences et des articles qu'il faut aller voir. Et je remets le slide d'avant si vous n'avez pas eu le temps d'aller me chercher le lien. Merci à vous d'être venus si tard dans cette longue journée. Il y a des stickers OVH customisés pour le Jog Summer Camp. N'hésitez pas à les prendre, ils sont tout beaux, ils sont tout frais. Et on ne veut pas repartir avec ce soir. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Pour monter en compétence sur une stack justement où on aimerait monter. Ouais, alors c'est que du coup, je me suis mal exprimé. Quand je dis les capacités, c'est les capacités personnelles d'organisation en termes de temps, en termes de vraiment de temps et de charge. Par contre, je pense que c'est un endroit parfait pour monter en compétences et se perfectionner sur des technos. Et il y a des projets pour ça qui sont vraiment bien faits et qui ouvrent leurs portes à des débutants, même si quand je parle débutants dans le langage par exemple ou dans la techno, et qui disent il n'y a pas de problème, prends cet issue, tu vas monter en compétences. Donc pour la partie R&D, découverte de nouveaux frameworks, se perfectionner dans un langage, c'est parfait. Donc, ce n'est pas tant la capacité en termes de compétences pures, c'est la capacité personnelle, parce que c'est très chronophage. Et si au final, tu n'as pas l'assurance d'avoir le temps pour le faire, ça va être forcément au détriment d'autres choses. Et en fait, une aventure qui doit être positive, pour moi, devient négative parce que tu le fais au détriment d'autres choses. Donc moi, c'est vraiment se dire, une fois que j'ai enlevé tout le reste, est-ce que vraiment j'ai ces 1, 2, 3 heures, par exemple, dans ma journée ou dans mon week-end, où je peux le faire sans faire de sacrifice d'autre chose. Mais sur la partie technique pure, ouais, au contraire, c'est vraiment un super endroit pour faire de la R&D, apprendre des choses et surtout de manière très souvent bienveillante.
C'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de projets qui ont des échanges, qui ont des espaces comme Slack, comme Discord. Et en fait, moi, j'ai posé plein de questions de dev ou de conception, et jamais j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais attends, si tu viens là et que tu connais pas ça, ça sert à rien. Au contraire, c'était de prendre le temps d'expliquer de pourquoi on faisait ça, pourquoi on l'avait architecturé comme ça. Donc non, au contraire, c'est plutôt sur l'organisation personnelle, de faire attention, de ne pas tomber dans le piège, que ça soit au détriment d'autres choses, parce que du coup, très vite, on va regretter l'aventure. J'en profite pour ajouter une toute petite remarque concernant les projets open source de manière générale, enfin globale. C'est la partie design en fait. On n'en a pas du tout parlé, mais il faut aussi penser, certes souvent on a des produits qui sont bien pensés, bien codés, ça a l'air top, des solutions qui ont l'air vraiment top, mais au niveau utilisation, au niveau UI, UX, c'est souvent délaissé. Donc je pense que faire appel, inciter les designers à participer dans des projets open source, c'est aussi hyper important parce qu'il faut aussi donner envie aux utilisateurs d'utiliser ce qu'on développe en fait. Donc là sur les projets open source où je suis, c'est vrai c'était une des choses qui m'avait attirée parce que voilà, il y avait une documentation claire qui donnait envie, et on se dit bon là ils se donnent les moyens de développer. Voilà, juste la petite remarque, le design. Non, mais tu as raison, il y a beaucoup d'issues qui sont dessus et qui n'ont pas beaucoup de personnes qui veulent les prendre, en général. Je ne retiens pas plus. Voilà. Merci à vous.